L'idée que je vais défendre ici n'est pas qu'il faudrait sortir d'une situation historique qu'on pourrait qualifier de post-moderne, mais plutôt sortir d'un discours sur les fins qui entraverait l'action critique. L'action critique, l'action sociale, l'action politique. Et l'idée que je proposerais est que la critique avant-gardiste remise au goût du jour pourrait être un modèle d'action possible. Alors, sortir de l'historicisation du présent. Postmoderne, où est la sortie? La question peut en soi être douteuse, car on pourrait se demander d'abord si on y est seulement entré dans le postmoderne. Cette situation considérée comme sans précédent par ses adeptes, celle de la fin des grands récits, la fin de l'être, de la métaphysique, de la philosophie, etc. Lionel Ruffel déclare par exemple dans son livre « Brouhaha, les mondes du contemporain », publié en 2016, je le cite, « Nous n'avons jamais été postmodernes », en écho au livre de Bruno Latour, publié en 1991, qui s'intitule « Nous n'avons jamais été modernes ». Tout comme nous n'avons jamais été modernes, nous n'avons jamais non plus été postmodernes. Tout comme chez Ruffel comme chez Latour, on trouve une même critique du moderne et du postmoderne et une même défiance à l'égard du post comme marqueur historique. Je cite Lionel Ruffel, « Penser avec le post, c'est penser comme un moderne, c'est-à-dire penser le temps comme une suite, avec des avant et des après, des séquences, des ruptures et des frontières. Être postmoderne, ce n'est rien de plus qu'être un moderne fatigué de s'appeler ainsi. » Le postmoderne se situe toujours en dialectique avec le moderne, dont il serait l'après. C'est ce que soutient Latour, lui aussi, et je le cite. Les postmodernes conservent le cadre moderne, mais dispersent les éléments que les modernisateurs groupaient en un peloton bien ordonné. Les postmodernes ont raison sur la dispersion. Toute assemblée contemporaine est polytemporelle. Mais ils ont tort de conserver le cadre et de croire encore à l'exigence de nouveautés continuelles dont se réclame le modernisme. Le modernisme n'échappe sans doute donc pas à une forme d'historicisation du présent. Dans L'homme probable, Jacques Bouvresse évoque à propos de Robert Musil sa critique de l'application d'un type historique de pensée au présent, ainsi que son aggravation par une conception héroïque de l'histoire des idées, comme constituée par une série de révolutions ou de ruptures plus ou moins spectaculaires, qui en principe interdisent toute espèce de retour à des solutions ou à des problèmes antérieurs. On peut penser que la conception postmoderniste de la fin procède d'une même logique. Une telle conception, qui se prononce en faveur de quelque fin que ce soit, possède également un caractère héroïque. Le commencement étant attribué à un geste philosophique fondateur, la fin présumée est reçue comme une révélation par un penseur qui en aurait exceptionnellement saisi l'accomplissement. Dans L'homme sans qualité, Robert Musil, qui a pourtant pu, par certains, être considéré comme un post-moderne avant l'heure, offrait une protestation passionnée contre les maux et les calamités de toute espèce que les grandes idées et l'idéalisme verbeux qui se nourrit de leur absence de contenu et de substance ont infligé à l'humanité au cours des siècles. En même temps qu'il proposait une réelle tentative pour aborder cependant les nouvelles possibilités d'être homme, à contre-courant des idéologies du déclin qui régnaient à son époque. C'est l'époque avant la Première Guerre mondiale. C'est sans doute ce qui fait qu'il n'était pas plus postmoderne que ne l'était quelques décennies plus tard Richard Rorty, contrairement à une opinion assez répandue qui en fait un postmoderne lui aussi. Pour Rorty comme pour Musil, il n'existe peut-être ni progrès ni sens historique, mais l'idée pragmatiste d'un espoir social. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard sur cette question de l'espoir social. Le modernisme, comme le postmodernisme, relève d'une forme d'héroïsme intellectuel
dont se défend Rorty dans son livre « Science et solidarité ». Il y reproche aux philosophes français et allemands de juger naturel de tenir les modifications des conceptions philosophiques pour solidaires des crises historiques qui se produisent dans le monde. Il s'y oppose à Derrida lorsqu'il suggère que le logocentrisme a autant ébranlé la littérature et la science que la philosophie, et que sa fin est appelée à se propager dans la culture. Je cite Rorty dans Science et solidarité. « La philosophie ne me paraît pas tout à fait posséder ce pouvoir. La fin du logocentrisme, si on entend par là l'abandon des positions essentialistes, réalistes et représentationnalistes qui ont marqué la métaphysique, la théorie de la connaissance et la philosophie du langage, ne peut pas être sans effet sur la culture. Mais je doute que son impact débouche sur une transformation. Je me sens parfaitement incapable de détecter le genre de rade de marée que Lyotard et d'autres ont annoncé lorsque nous sommes devenus postmodernes. Terme qui ne me paraît pas d'un grand intérêt. » Donc là, je crois que la position de Rorty par rapport au postmodernisme est assez claire. Il le rejette. Je reviens, du moins le terme, il rejette ce terme. Je reviens ici à ma question. Postmoderne, où est la sortie? Il ne s'agit peut-être pas tant de se demander comment élaborer un discours sur la fin des discours sur la fin, comment construire un nouveau paradigme philosophique qui serait mieux adapté pour faire face aux nouveaux défis posés par la société, que de sortir d'une pensée historiciste et héroïque. Le paradoxe d'un discours sur la fin des discours sur la fin, à compter qu'il soit possible et souhaitable, tient sans doute dans le fait que les défenseurs de la postmodernité partagent à leur insu une conception globalisante de l'histoire avec ceux dont ils proclament la fin des idéaux. Alors, comment en sortir sans être reconduit à la construction d'un nouveau métarécit? Jacques Bouvresse, dans Rationalité et cynisme, publié en 1985, considère que la tendance de Lyotard est, je le cite, de penser la situation du philosophe d'aujourd'hui uniquement en fonction du modèle de la transgression représenté par l'artiste d'avant-garde. Le modèle proposé à la philosophie est celui des avant-gardes littéraires et artistiques, où la légitimité consiste souvent pour l'essentiel dans le désaccord avec ce qui a précédé, le simple fait de proposer autre chose qui diffère aussi radicalement possible de ce qu'on faisait avant. La signification politique que les postmodernes associent à leur propre démarche n'a en effet pas grand-chose à voir avec une philosophie du consensus, telle que Habermas la conçoit et qui explique son désaccord avec Lyotard, qui, lui, considère au contraire que l'invention se fait toujours dans le dissentiment. Comme le remarque Jean-Pierre Conetti dans son livre « Philosopher avec Wittgenstein », la conviction qui l'emporte chez les postmodernes est celle qui voit dans la seule mise à nu des oppositions, des tensions ou des stigmates de métaphysique, de pouvoir ou de logocentrisme qui marque un texte, l'expression d'un acte critique tout à fait indispensable, non pas seulement pour une meilleure compréhension des textes ou une interprétation plus originale, mais pour l'émancipation de l'humanité. Dans cette perspective, le close reading devient un principe politique à part entière. Mais, a-t-on envie de dire, où est l'action? Alors peut-être qu'une solution pour sortir du postmodernisme serait plutôt que de théoriser une nouvelle conception épocale, de construire des agendas, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire des choses à faire, à travers lesquelles la critique et la théorie d'interprétative deviennent praxis et action critique, si ce n'est politique. Cela suppose d'interroger de nouvelles formes d'agentivité qui reconnecteraient les pratiques humaines non à l'idée d'un progrès ou d'un sens historique, mais à l'idée pragmatiste d'un espoir social dans lequel
pour reprendre Rorty dans Conséquences du pragmatisme, la volonté de vérité n'est pas la tendance à dominer, contrairement à ce que pense Michel Foucault, mais comme chez Dewey, la tendance à créer afin de réaliser une harmonie active entre des désirs différents. Et c'est peut-être précisément dans une reconsidération du concept d'avant-garde, tel qu'il a été théorisé par Peter Berger dans sa théorie de l'avant-garde en 1974, et réactualisé de façon originale par Olivier Quintin dans Valence de l'avant-garde, publié en 2015, qu'une issue est envisageable. La critique avant-gardiste, pour Olivier Quintin, n'est pas seulement une critique interne ou locale, enclose dans l'immanence de l'institution art, mais elle porte sur le fonctionnement global de cette dernière, à la fois sociologique et politique, et plus largement sur la construction bourgeoise de la réalité sociale à laquelle l'art participe. La critique avant-gardiste contribue de façon décisive à une théorie critique de l'art contemporain en permettant d'adopter un point de vue progressiste et non pas conservateur. Les théories de la postmodernité et de la fin de l'art font obstacle à une théorie actuelle de l'avant-garde en faisant de l'art une forme soustraite à toute normativité sociale ou politique, où les œuvres n'ont pour condition que de réaliser une essence interprétative de l'art. Comme le note Yves Citon dans un article publié en 2012 intitulé « Ufologie littéraire et ovni politique », tout l'art moderne et postmoderne nous invite à pratiquer une stase esthétique. Il exige du lecteur, spectateur, auditeur, de suspendre ses modes habituels de perception et de jugement, de prendre la distance et le temps de la réflexion, de revenir sur l'œuvre pour en construire une interprétation qui reconfigure son partage du sensible au sein d'une nouvelle intelligibilité réfléchie. Cette posture interprétative implique, selon les termes de Citon, une vacuole protectrice qui nous détache des réalités pratiques. Elle tend à considérer l'œuvre comme intransitive, comme valant par elle-même, sans servir à autre chose qu'à exhiber sa singularité. Mais il existe des œuvres que l'on peut considérer d'avant-garde au sens d'Olivier Quintin, au sens qu'Olivier Quintin donne à ce terme, qui se situent non tant au-delà qu'en deçà du paradigme interprétatif et qui interviennent dans la communication sur le mode transitif de l'action directe. Ces œuvres sont des dispositifs permettant d'effectuer des opérations, d'activer certaines formes d'interaction qui viennent s'implanter dans une forme de vie donnée. Ces œuvres relèvent le défi d'un art critique qui serait à même d'être activé dans la vie pratique sur un tout autre modèle que celui de la fusion utopique de l'art et de la vie. Par exemple, en produisant des représentations utiles ou des outils réinstituants à effet pragmatique locaux. De tels dispositifs instrumentaux ont par exemple pour effet de désinvisibiliser des problèmes publics en mettant expérimentalement en crise des concepts impliqués dans la fabrique du social, tels que la valeur, la politique ou la justice. Je voudrais à présent vous présenter de manière un peu détaillée une de ces formes d'agentivité artistique émergente. Il s'agit d'un projet de création qui expérimente certaines formes poétiques que l'on peut désigner comme de la poésie-action. C'est un projet que je dirige dans le cadre de l'école universitaire de recherche d'Artec à l'université Paris-8 et qui s'intitule « Évaluation générale, l'agence de notation comme dispositif artistique ». Et vous en avez vu tout à l'heure une image, c'était la première image de mon PowerPoint. Ce projet mise sur l'association d'artistes et de chercheurs dans le but d'enquêter et de fabriquer des outils alternatifs pour interroger nos divers comportements évaluatifs. Leur mutation formelle, leur inscription dans des formes spécifiques d'économie. Il propose une recherche en émergence sur des objets, des pratiques et des usages, dans le but de mesurer l'agentivité d'une critique de l'évaluation
au moyen d'un dispositif de recherche-création. Ce projet se constitue autour des activités de l'agence de notation. L'agence de notation est un dispositif de performance destiné à évaluer de façon spectaculaire et critique ce qui, dans la réalité sociale, ne s'évalue pas ou ne s'évalue pas encore. Ce dispositif tire son énergie et son intérêt du fait qu'il entre en résonance avec un syndrome bien contemporain, propre à toute société dont la dynamique repose sur le principe de la mise en concurrence. L'accroissement sensible du marché de l'évaluation, son extension à des zones inattendues, la grande variété des pratiques évaluatives auxquelles n'importe quel citoyen se trouve soumis ou invité à devenir l'acteur et le promoteur. Et là, on peut penser, outre les divers rapports qu'on connaît bien dans le monde universitaire, auxquels on est soumis, les notes d'examen, mais aussi dans notre quotidien, évaluer le vol, le dernier vol que vous avez effectué, le taxi ou Uber que vous avez pris pour venir jusqu'ici, alors pas en Italie, pour Uber, mais bon. Les toilettes de l'aéroport aussi, enfin bon, on est les achats, les livraisons, Amazon, avec tout ce que ça comporte de conséquences sur les personnes qui travaillent derrière tout ça. L'agence de notation est un dispositif d'enquête évaluative alternative mené auprès d'institutions publiques ou privées. Elle se donne pour fonction d'évaluer uniquement ce qui ne fait pas l'objet déjà d'une expertise évaluative instituée. Donc, ce sont les zones d'ignorance, d'indifférence ou d'intouchabilité, les points aveugles dans l'image qu'une institution se donne d'elle-même. Et ce faisant, l'agence invente des manières nouvelles d'occuper les espaces institutionnels, d'investiguer, de produire des documents ad hoc à partir desquels une notation pourra se faire, de solliciter et d'encadrer des évaluateurs et enfin de rendre publique son évaluation. Elle a par exemple évalué en septembre dernier au festival Extra sur la littérature vivante au Centre Pompidou des activités et des fonctions du Centre Pompidou comme le bureau du président du centre, Serge Lavigne, le vernissage VIP de l'exposition Bacon en toutes lettres, la notion de littérature vivante selon les membres du prix du jury Heidsieck, l'intelligence artistique du public du Centre Pompidou, le livre d'or du Festival Extra, mais elle a également noté aussi à l'Université de Paris 8 le dispositif d'évaluation de soutenance de projets de thèse. La forme des interventions de l'agence de notation, le statut logique très ambivalent de son discours lui permettent de produire une critique construite sur différents registres. Soit en tant que représentation retournant le spectacle en instrument d'une critique directe des mécanismes psychologiques et sociaux à l'œuvre dans les processus de notation, soit comme instrument d'analyse institutionnelle capable de resensibiliser les acteurs d'une institution à certains aspects de son fonctionnement, négligés car non représentatifs des valeurs dominantes. L'agence cherche à faire la transparence, non seulement sur le protocole d'évaluation, mais aussi sur les conditions selon lesquelles on peut rendre évaluable ou non tel aspect d'un fonctionnement social. Elle occupe une position spécifique de participation observante qui en fait un terrain d'observation interne de processus d'évaluation et de conflits de valeurs. Alors, le travail de l'agence consiste, sur le plan pratique, à rassembler quelques personnes volontaires, constituant un jury acceptable selon des critères ordinaires, et ce jury observe en contexte ce qui lui est proposé de noter. Ensuite, et là commence la performance, le jury se réunit en public et procède à une notation animée ou motivée par un animateur, qui est en général Christophe Hanna, qui est le concepteur de cette agence de notation, qui joue le rôle de mouche. Il fait saillir des prises de position spontanées, des critères larvés, des blocages, parfois dus à la structure même de l'agence et à la façon dont le discours y circule.
Il questionne chaque membre et élabore avec lui, et là c'est la partie la plus poétique de la performance, une appréciation personnelle qui est communiquée aux principaux intéressés avec la note. L'ensemble du dispositif d'évaluation fait l'objet de captations vidéo qui sont diffusées durant la performance, créant une relation entre ce qui est évalué et la façon dont c'est évalué. Et les réactions du public font intégralement partie de la performance. Encore un peu de temps ? 5 minutes. Ok, parfait. Alors, pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est que il existe d'abord, bien sûr, d'autres pratiques artistiques qui, comme l'agence de notation, traversent, testent, instrumentalisent à défaut de dépasser leur nature institutionnelle. Alors on a par exemple les Yes Men, qui sont connus sous les pseudonymes de Andy Bishbolm et Mike Bonanno, qui, en se faisant passer pour des intervenants de l'OMC, ont, entre autres, prononcé des discours sur la privatisation du marché des votes et sur l'apologie de l'esclavage à domicile, qui n'ont pas suscité de réaction particulière de la part des spectateurs et des participants présents, si ce n'est des remerciements. Leur prise de parole fonctionne comme des tests et des épreuves pour les institutions néolibérales, en montrant la complaisance de ces institutions à l'égard de propositions moralement indéfendables. Le bureau d'études.org, qui est composé de deux artistes parisiens, Léonore Bonacci et Xavier Fourte, ils produisent des cartographies des systèmes politiques, sociaux et économiques contemporains, et leur analyse visuelle du capitalisme transnational repose sur des recherches poussées, et elle est généralement présentée sous la forme de peintures murales de grande taille. Alors là, on voit ce que ça donne en publication là, sur un livre. Et donc, on a par exemple Gouverné par les réseaux, un graphique qui a été produit en 2003, qui illustre les implications et les dépendances mutuelles au sein des conglomérats de médias mondiaux. Il révèle, le bureau d'études révèle ce qui reste normalement invisible et contextualise des éléments apparemment séparés au sein d'un tout plus grand, en produisant des visualisations d'intérêt et de coopération qui représentent l'invisible et le caché. Alors, ces travaux, on pourrait aussi les apparenter à ceux de Marc Lombardi, qui composait des diagrammes tentant de cartographier certains flux financiers, dont il notait les dates et les montants à partir des pages financières des grands quotidiens. Ces dessins, exposés au Whitney Museum, avaient été repérés par une agente du FBI, qui, juste après le 11 septembre 2001, y avait trouvé une forme d'archivage et de vue synthétique inespérée pour repérer le réseau financier d'Oussama Ben Laden. Donc ces documents poétiques fonctionnent là comme des révélateurs. Le travail d'un poète français, poète et artiste français, Franck Lebovici, qui peut aussi s'inscrire dans la lignée de ces deux derniers travaux, de ces deux derniers groupes d'artistes, réalise des œuvres en quête, que son travail artistique, poétique et documental, parce que lui aussi travaille sur les documents, comme des outils disponibles pour d'autres. Son cycle sur les écologies de l'œuvre d'art montre comment les œuvres sont indissociables des milieux dans lesquels elles évoluent, des collectifs qui s'en occupent, des pratiques situées par lesquelles elles prennent forme, en investissant à chaque fois un aspect distinct de la vie des œuvres. La production, la conservation, l'évaluation, la réception. Et là, il montre ici, là, dans cet exemple, avec un dessin, comment nos récits sur les œuvres peuvent être un de leurs modes d'existence. Donc il a mis ça en graphique. C'est de l'analyse conversationnelle qu'il a présenté sous forme de graphique. Enfin, ce sera mon dernier exemple, Jean Gilbert, qui est un poète français, s'est infiltré sur le site de Life Jasmine en devenant camboy, dans le but de révéler les conditions de travail et les pratiques
à travers ces échanges visuels avec une camgirl. Donc là, on voit, ça c'est sa page sur sa chambre, plutôt, parce qu'on appelle ça une chambre, sur Live Jasmine, et les conversations virtuelles qu'il a eues avec cette camgirl. Et ce sera bientôt publié, d'ailleurs, dans un ouvrage qui paraîtra en février aux questions théoriques. Alors, pour finir, toutes ces pratiques artistiques sont une manière de dépasser une interprétation post-moderne du capitalisme où la fusion entre art, culture et économie laisse faussement croire à un dépassement de l'autonomie de l'art et de rendre la critique institutionnelle artistique transitive et opérante en se livrant à des pratiques critiques transinstitutionnelles, et là je reprends le terme à nouveau à Olivier Quintin, qui renouvellent, en les réarticulant autrement, les interactions sociales entre acteurs et institutions au sein de contextes sociaux particuliers. Je vous remercie.